Tous connaissent la silhouette élancée du justicier masqué qui défend les opprimés de Californie, le chapeau noir, la cape virevoltante, le masque protégeant son identité et cette signature légendaire, un Z tracé à la pointe de l'épée. Todos conocemos la esbelta figura del justiciero enmascarado que defiende a los oprimidos de California, el sombrero negro, la capa ondulante, la máscara que protege su identidad y esa firma legendaria, una Z dibujada en la punta de una espada. Pourtant, derrière l'image de Zorro, les détails concernant la transformation de Diego de la Vega en vengeur masqué demeurent souvent dans l'ombre. Les romans originaux de Johnston M. Seculet, tout comme les nombreuses adaptations cinématographiques et télévisées, ont laissé certains aspects de sa vie dans un mystère aussi profond que celui qui entoure son identité secrète. Sin embargo, tras la imagen del zorro, los detalles de la transformación de Diego de la Vega en un vengador enmascarado a menudo permanecen envueltos en misterio. Las novelas originales de Johnston M. Seculet, así como las numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas, han dejado ciertos aspectos de su vida tan envueltos en misterio como los que rodean su identidad secreta. Né au sein d'une des familles les plus respectées et prospères de Californie, Diego de la Vega grandit dans un environnement privilégié. Son père, Don Alejandro de la Vega, est un homme respecté, propriétaire terrien et figure d'autorité dans la région de Los Angeles. Sa mère, Doña Elena, issue d'une noble famille espagnole, lui a transmis son regard perçant et sa sensibilité face aux injustices. Nacido en una de las familias más respetadas y prósperas de California, Diego de la Vega creció en un entorno privilegiado. Su padre, Don Alejandro de la Vega, era un respetado terrateniente y figura de autoridad en el área de Los Ángeles. Su madre, Doña Elena, de familia noble española, le inculcó su buen ojo y sensibilidad ante la injusticia. Le jeune Diego mène une existence insouciante dans l'hacienda familiale. Entouré de serviteurs attentionnés, il ne manque de rien. Son père veille à lui offrir l'éducation d'un véritable caballero, escrime, équitation, langues étrangères, histoire et sciences. El joven Diego lleva una vida despreocupada en la hacienda familiar. Rodeado de atentos sirvientes, no le falta de nada. Su padre se asegura de que reciba la educación de un verdadero caballero, incluyendo esgrima, equitación, idiomas, historia y ciencias. Diego manifeste très tôt des talents exceptionnels. Il maîtrise l'épée avec une aisance qui étonne ses maîtres d'armes, monte à cheval comme s'il était né en selle, et dévore les livres de la vaste bibliothèque familiale avec une curiosité insatiable. Diego demuestra un talento excepcional desde pequeño. Domina la espada con una facilidad que asombra a sus instructores, cabalga como si hubiera nacido para la silla de montar y devora los libros de la vasta biblioteca familiar con una curiosidad insaciable. Cependant, cette excellence s'accompagne d'un certain goût pour l'aventure et la rébellion. Les domestiques racontent en souriant ses escapades nocturnes et ses courses effrénées à travers la campagne sur son étalon noir. Ce garçon a le feu dans les veines et la tête dans les nuages, soupire Don Alejandro, partagé entre fierté et inquiétude. Sin embargo, esta excelencia va acompañada de cierto gusto por la aventura y la rebeldía. Los sirvientes sonríen y relatan sus escapadas nocturnas y sus frenéticas carreras por el campo en su semental negro. Este chico tiene fuego en las venas y la cabeza en las nubes, un suspiro que Alejandro exhala, dividido entre el orgullo y la preocupación. Doña Elena, elle, voit au-delà de cette indiscipline. Lors de leur longue promenade ensemble, elle lui désigne discrètement les injustices qui se déroulent parfois sous leurs yeux, des paysans expulsés de leurs terres, des autochtones maltraités par des soldats, des taxes arbitraires imposées aux plus pauvres. Regarde, Diego, murmure-t-elle. La véritable noblesse ne réside pas dans les titres ou les possessions, mais dans la façon dont nous traitons ceux qui n'ont pas notre fortune. Doña Elena, sin embargo, ve más allá de esta indisciplina. Durante su largo paseo juntos, ella señala discretamente las injusticias que a veces se despliegan ante sus ojos, campesinos expulsados de sus tierras, indígenas maltratados por los soldados, impuestos arbitrarios impuestos a los más pobres. Mira, Diego, susurra. La verdadera nobleza no reside en títulos ni posesiones, sino en cómo tratamos a quienes no tienen nuestra riqueza. Ces paroles s'impriment dans l'esprit du jeune homme, mais restent encore abstraites, comme des leçons de morale qui n'ont pas encore trouvé leur application concrète. La douleur et la souffrance des autres demeurent un spectacle distant, observé depuis la position privilégiée du fils d'un riche propriétaire. Sus palabras quedan grabadas en la mente del joven,
pero permanecen abstractas, como lecciones morales que aún no han encontrado su aplicación práctica. El dolor y el sufrimiento ajeno siguen siendo un espectáculo lejano, observado desde la posición privilegiada del hijo de un rico terrateniente. Mais un jour, tout bascule. Le destin frappe en ce printemps 1815, alors que Diego vient d'avoir 18 ans. La région connaît une période de tension accrue. Le capitaine Enrique Monastario, récemment nommé à la tête de la garnison locale, impose un régime de terreur, multipliant les taxes et les arrestations arbitraires. Don Alejandro s'oppose régulièrement à ces méthodes lors des réunions du conseil municipal, s'attirant l'inimitié du militaire. Pero un día, todo cambia. El destino golpea en la primavera de 1815, cuando Diego acaba de cumplir 18 años. La región vive un periodo de gran tensión. El capitán Enrique Monasterio, recién nombrado jefe de la guarnición local, impone un régimen de terror, aumento de impuestos y arrestos arbitrarios. Don Alejandro se opone regularmente a estos métodos en las reuniones del ayuntamiento, lo que aviva la hostilidad de los militares. Ce jour-là, Doña Elena a décidé de se rendre au village voisin où vivent de nombreuses familles indigènes. Elle y apporte régulièrement des médicaments et de la nourriture, une charité discrète qu'elle pratique depuis des années. Diego l'accompagne parfois, mais ce jour-là, il est resté à l'hacienda pour s'entraîner à l'escrime avec son maître d'armes. Ese día, Doña Elena decidió ir al pueblo donde viven muchas familias indígenas. Regularmente lleva medicinas y alimentos, una discreta caridad que ha practicado durante años. Diego la acompaña a veces, pero ese día se quedó en la hacienda para entrenar esgrima con su maestro. Lorsque sa mère arrive au village, elle découvre une scène de désolation. Des soldats sous les ordres de Monastario sont en train d'expulser les habitants, prétextant une ordonnance sur l'occupation illégale des terres. Une vieille femme refuse désespérément de quitter sa modeste demeurée. Un soldat lève la main pour la frapper. Sans hésiter, Doña Elena s'interpose. « Comment osez-vous lever la main sur une femme âgée ?» s'écrie-t-elle. Cuando su madre llega al pueblo, descubre una escena desoladora. Soldados bajo el mando de Monasterio están desalojando a los habitantes, alegando una ordenanza contra la ocupación ilegal de tierras. Una anciana se niega desesperadamente a abandonar su modesta casa. Un soldado levanta la mano para golpearla. Sin dudarlo, Doña Elena intervino. ¿Cómo te atreves a levantar la mano contra una anciana?, gritó. Le soldat, surpris par l'intervention d'une dame de la noblesse, recule. Mais l'officier en charge, un lieutenant cruel nommé Gabriel, fidèle exécutant des basses œuvres de Monastario, s'avance vers elle. « Madame, ceci est une affaire militaire. Je vous conseille de vous écarter et de rentrer chez vous. Je ne partirai pas avant que vous n'ayez annulé cette expulsion injuste, répond fermement Doña Elena. El soldado, sorprendido por la intervención de una noble, retrocedió. Pero el oficial al mando, un cruel teniente llamado Gabriel, leal ejecutor de los trabajos sucios de Monasterio, avanzó hacia ella. Señora, esto es un asunto militar. Le aconsejo que se haga a un lado y se vaya a casa. No me iré hasta que cancele esta injusta expulsión, respondió Doña Elena con firmeza. Ce qui se produit ensuite reste gravé dans les mémoires comme un accident tragique. Lors de l'altercation qui suit, Doña Elena est violemment poussée. Sa tête heurte une pierre. Malgré les soins prodigués à la hâte, elle succombe à ses blessures avant même de regagner l'hacienda. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria como un trágico accidente. Durante el altercado subsiguiente, Doña Elena fue empujada violentamente. Su cabeza golpeó una roca. A pesar de la rápida atención médica, falleció a causa de sus heridas incluso antes de llegar a la hacienda. Don Alejandro, effondré, exige justice. Mais le rapport officiel parle d'un « regrettable accident » et le lieutenant Gabriel est simplement muté dans une autre garnison. Monastario présente des excuses formelles, vides de toute sincérité, et l'affaire est classée. Don Alejandro, angustiado, exigió justicia. Pero el informe oficial habla de un lamentable accidente, y el teniente Gabriel simplemente es trasladado a otra guarnición. Monasterio ofrece una disculpa formal, carente de toda sinceridad, y el caso queda cerrado. Diego assiste aux funérailles de sa mère dans un état second. La douleur, immense,
laisse progressivement place à une colère sourde, puis à une détermination glacée. Pendant plusieurs semaines, il s'enferme dans un mutisme inquiétant, ne sortant de sa chambre que pour de longues chevauchées solitaires. Diego asiste al funeral de su madre aturdido. El inmenso dolor da paso gradualmente a una ira sorda, luego a una determinación gélida. Durante varias semanas, se recluye en un silencio perturbador, saliendo de su habitación solo para largos y solitarios paseos. Un soir, il se rend en secret dans le village où sa mère a trouvé la mort. Il découvre que les habitants ont finalement été expulsés, leur maison détruite pour faire place à une extension des terres d'un allié de Monasterio. Une vieille femme le reconnaît et lui raconte comment Doña Elena les a toujours soutenus, comment elle est morte en essayant de les protéger. « Votre mère était notre ange », murmure-t-elle. Maintenant, il n'y a plus personne pour parler en notre nom. Ces mots résonnent en Diego comme un appel. Una noche, va en secreto al pueblo donde murió su madre. Descubre que los habitantes finalmente han sido desalojados, sus casas destruidas para dar paso a la expansión de las tierras de un aliado de Monasterio. Una anciana lo reconoce y le cuenta cómo Doña Elena siempre los apoyó, cómo murió intentando protegerlos. Tu madre fue nuestro ángel, susurra. Ahora no hay nadie que hable por nosotros. Estas palabras resuenan en Diego como una llamada. Il comprend soudain que les injustices que sa mère lui montrait n'étaient pas de simples leçons abstraites, mais des réalités cruelles qui détruisaient des vies. Et il se rend compte que ces injustices se développent précisément parce que personne n'ose s'y opposer ouvertement. De repente comprende que las injusticias que su madre le mostró no eran meras lecciones abstractas, sino crueles realidades que destrozaban vidas. Y se da cuenta de que estas injusticias prosperan precisamente porque nadie se atreve a oponerse abiertamente a ellas. De retour à l'hacienda, Diego tente d'abord la voie officielle. Il accompagne son père à une réunion du conseil municipal où il dénonce les abus de Monasterio. Leur protestation se heurte à un mur de peur et de complicité. La justice est morte en Californie, déclare amèrement don Alejandro sur le chemin du retour. Non, père, répond Diego. Elle a simplement besoin d'être réinventée. De vuelta en la hacienda, Diego intenta primero la vía oficial. Acompaña a su padre a una reunión del ayuntamiento donde denuncia los abusos de Monasterio. Sus protestas se topan con un muro de miedo y complicidad. La justicia ha muerto en California, declara Alejandro con amargura de camino a casa. No, padre, responde Diego. Simplemente hay que reinventarlo. Cette nuit-là, seul dans la bibliothèque familiale, Diego réfléchit que pour combattre efficacement Monasterio et ses semblables, il doit agir différemment. S'opposer frontalement au pouvoir en place ne ferait que mettre sa famille en danger et limiter ses capacités d'action. Il se rappelle les histoires que sa mère lui lisait enfant, ces contes de justiciers masqués qui, dans l'Espagne médiévale, défendaient le peuple contre les seigneurs tyranniques. Il pense également aux légendes indigènes évoquant des esprits vengeurs prenant la forme d'animaux rusés. Esa noche, solo en la biblioteca familiar, Diego reflexiona que para luchar eficazmente contra Monasterio y los de su calaña, debe actuar de otra manera. Oponerse frontalmente a quienes ostentan el poder solo pondría en peligro a su familia y limitaría su capacidad de acción. Recuerda las historias que su madre le leía de niño, cuentos de justicieros enmascarados que, en la España medieval, defendían al pueblo de los señores tiránicos. También piensa en leyendas indígenas que evocan espíritus vengativos en forma de astutos animales. Un masque, murmure-t-il. Je deviendrai celui que personne ne peut attraper, celui qui frappe dans l'ombre et disparaît avant que l'ennemi ne comprenne ce qui lui arrive. Una máscara, susurra. Me convertiré en aquel a quien nadie pueda atrapar, aquel que ataca desde las sombras y desaparece antes de que el enemigo comprenda lo que le sucede. Dans les semaines qui suivent, Diego élabore son plan. Dans une cave secrète sous l'hacienda, accessible par un passage dissimulé dans la cheminée de sa chambre, il aménage un repère. Là, il rassemble tout ce dont il aura besoin, une tenue noire, un masque, une cape, et une épée particulièrement fine et légère, forgée par le meilleur armurier de la région. En las semanas siguientes, Diego desarrolló su plan. En una bodega secreta bajo la hacienda, accesible a través de un pasadizo oculto en la chimenea de su habitación, montó una guarida. Allí reunió todo lo necesario, un traje negro, una máscara, una capa y una espada particularmente fina y ligera,
forjada por el mejor armero de la región. Pour brouiller les pistes, il commence à se comporter en public comme un jeune homme frivole et paresseux, plus intéressé par la poésie et la musique que par les affaires sérieuses. Cette transformation apparente désole son père mais protège son secret. Le renard est rusé, se dit Diego. Il fait croire qu'il dort alors qu'il guette sa proie. Para ocultar sus huellas, comenzó a comportarse en público como un joven frívolo y perezoso, más interesado en la poesía y la música que en asuntos serios. Esta aparente transformación entristeció a su padre, pero protegió su secreto. El zorro es astuto, se dijo Diego. Hace creer que está dormido cuando en realidad está acechando a su presa. El Zorro le renard en espagnol. Le nom s'impose à lui comme une évidence. Sa première sortie en tant que Zorro a lieu un mois après la mort de sa mère. Ce soir-là, des soldats doivent escorter une charrette transportant les taxes exorbitantes prélevées dans la région. Zorro significa zorro en español. El nombre le vino por instinto. Su primera aparición como zorro tuvo lugar un mes después de la muerte de su madre. Esa noche, los soldados debían escoltar una carreta que transportaba las exorbitantes hachas recogidas en la región. Vêtu de noir, le visage masqué, monté sur son fidèle coursier, Diego intercepte le convoi. Avec une habileté stupéfiante à l'épée, il désarme les soldats qui n'ont pas vraiment le désir de mourir ou dû être blessés pour un trésor qui en leur appartient pas, s'empare des coffres et distribue leur contenu aux villages les plus pauvres des environs. Sur le mur de la caserne, il laisse sa signature, un Z tracé d'un geste vif de sa lame. Vestido de negro, con el rostro enmascarado y montado en su fiel corcel, Diego interceptó el convoy. Con asombrosa habilidad con la espada, desarmó a los soldados, quienes no deseaban morir ni ser heridos por un tesoro que no les pertenecía, se apoderó de los cofres y distribuyó su contenido entre los pueblos más pobres de los alrededores. En la pared del cuartel, dejó su firma, una seta trazada con un rápido gesto de su espada. Le lendemain, tout Los Angeles ne parle que de ce mystérieux vengeur masqué. Monasterio enrage, jurant de capturer ce « bandit » et de le pendre au écourt. Quant à Diego, il joue son rôle de jeune homme oisif, s'étonnant avec une feinte nonchalance de cette agitation. Al día siguiente, todo Los Ángeles hablaba de este misterioso vengador enmascarado. Monasterio estaba furioso y juró capturar al bandido y ahorcarlo por los pelos. Diego, en cuanto a él, se comportó como un joven ocioso, expresando sorpresa con fingida indiferencia ante el alboroto. Dans l'intimité de sa cave secrète, cependant, il contemple le portrait de sa mère. « Pour toi, mère, murmure-t-il. Pour toi et pour tous ceux qui n'ont pas de voix. Tant qu'il y aura des tyrans en Californie, Zorro saura leur ombre et leur cauchemar. » Sin embargo, en la intimidad de su sótano secreto, contemplaba el retrato de su madre. Por ti, madre, murmuró. Por ti y por todos los que no tienen voz. Mientras haya tiranos en California, el zorro será su sombra y su pesadilla. Ainsi naît la légende du renard, le défenseur masqué des opprimés, dont les exploits vont bientôt faire trembler les puissants mais redonner espoir aux faibles. Dans chaque coup d'épée, dans chaque Z gravé, résonne le souvenir de Doña Elena de la Vega et sa leçon ultime. La véritable noblesse se trouve dans le courage de défendre ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Así nació la leyenda del zorro, el defensor enmascarado de los oprimidos, cuyas hazañas pronto harían temblar a los poderosos, pero devolverían la esperanza a los débiles. En cada espada, en cada seta grabada, resuena el recuerdo de Doña Elena de la Vega y su lección suprema: la verdadera nobleza reside en el coraje de defender a quienes no pueden defenderse. Le jeune Diego a trouvé sa véritable identité derrière un masque. Zorro est né. El joven Diego encontró su verdadera identidad tras la máscara. Nació el zorro.